La mort, pour Brigitte Bardot, n'a jamais été une notion abstraite. Elle y pensait chaque jour, comme à une limite qu'il fallait regarder en face, sans détour. Et c'est précisément pour cette raison que ce qui s'est joué après le 7 janvier 2026 n'a pas été de simples funérailles. C'était la déclaration finale d'une femme qui n'a jamais accepté d'être définie. Ce matin-là, Saint-Tropez ne s'est pas éveillé comme à l'accoutumée. Il n'y avait ni agitation, ni signes avant-coureurs de l'adieu rendu à une figure majeure. La mer, au loin, demeurait immobile. Les ruelles étroites du village conservaient leur rythme lent, presque volontairement inchangé. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air. Une certitude silencieuse. Ce jour n'était pas un jour ordinaire. Les funérailles de Brigitte Bardot ont lieu le 7 janvier 2026. Et dès les premières heures, tout indique qu'il ne s'agit pas d'un simple événement, mais de l'aboutissement d'une décision mûrie depuis longtemps. Pas une décision destinée à impressionner. Pas une mise en scène pensée pour refermer un mythe. Mais un choix clair, rester maîtresse de son image jusqu'au dernier instant. La cérémonie religieuse se tient dans l'église du village. L'espace est volontairement restreint. Pas de longues files d'attente, pas de foule compacte, pas de tension collective. Chaque détail semble mesuré, le nombre d'invités, la durée, la distance maintenue entre l'intérieur et l'extérieur. Peu de mots, peu de gestes, peu d'images. Une cérémonie ramenée à son essence, discrète, contenue, sans appel au spectaculaire. À l'extérieur, le public est présent, mais tenu à distance. Des écrans sont installés dans certains lieux emblématiques de Saint-Tropez. Ils permettent de voir, mais pas d'approcher. D'assister, sans participer. Ce dispositif n'est ni hostile ni méprisant. Il trace une frontière nette. Il affirme une chose simple, l'hommage est possible, l'intrusion ne l'est pas. Aucun cortège ne converge vers les centres du pouvoir. Aucun déplacement symbolique vers Paris. Aucune solennité nationale ne vient encadrer la journée. Saint-Tropez ne devient pas une scène. Elle reste un lieu. Un lieu choisi précisément pour ce qu'il n'impose pas. Assez familier pour ne rien expliquer. Assez protégé pour ne pas être confisqué par la mémoire collective. Pour beaucoup, cette tenue surprend. Brigitte Bardot n'était pas une figure secondaire. Elle a incarné une époque, un visage de la France projeté bien au-delà de ses frontières. Une image inscrite dans l'imaginaire mondial. Et pourtant, c'est précisément cette notoriété qui donne à ces funérailles leur portée. Elles vont à contre-courant de ce que l'on attend. Et ce contre-pied n'a rien d'improvisé. Ici, la mort n'est pas traitée comme un événement à amplifier. Elle est replacée là où Bardot l'a toujours située, à la limite. Une frontière, pas un spectacle. Un passage, pas une démonstration. Il ne s'agit pas d'un moment destiné à déclencher une émotion collective ou à produire un récit officiel. Il s'agit de clore, sans bruit. Brigitte Bardot n'a pas voulu que son dernier jour devienne une scène ouverte à toutes les interprétations. Elle n'a pas laissé la mort parler à sa place. Le 7 janvier 2026 n'est donc pas un grand adieu. C'est un retrait assumé. Calme. Control. Et profondément cohérent avec la femme qu'elle a toujours été. Ce jour-là, quelque chose frappe immédiatement ceux qui observent le dispositif mis en place autour des funérailles. Ce n'est pas ce qui est visible. C'est ce qui manque. Il n'y a pas de funérailles nationales. Pas de drapeau, pas de protocole républicain, pas de rituel codifié par l'État. Aucune scène officielle où la nation viendrait se recueillir d'une seule voix. Pour une femme de cette envergure, cette absence interroge. Et surtout, elle dérange. Car Brigitte Bardot n'a jamais été une figure marginale. Elle a porté une image de la France bien au-delà de ses frontières. Elle a incarné une époque, un corps, une liberté qui ont traversé le monde. Tout semblait indiquer qu'un hommage national aurait été logique. Previsible. Presque automatique. L'hypothèse a existé. Elle a été évoquée. Mais rien n'a suivi. Du côté de la famille, aucun retour. Aucun engagement. Aucun accord. Ce silence n'est pas un oubli. Ce n'est pas un retard administratif. C'est une réponse en soi. Une manière de dire non sans prononcer le mot. Une manière de fermer la porte sans claquer. Refuser des funérailles nationales, ce n'est pas refuser un pays. C'est refuser une mise en récit. Car une cérémonie d'État n'est jamais neutre. Elle organise la mémoire. Elle simplifie. Elle choisit ce qui doit être retenu et ce qui doit être effacé. Elle transforme une vie en symbole lisible, en trajectoire cohérente, en message collectif. Or, la vie de Brigitte Bardot n'a jamais obéi à cette logique. Elle a toujours résisté au cadre, aux catégories, aux récits prêts à l'emploi. L'État, par définition,
cherche l'unité. Bardot, elle, a toujours revendiqué la contradiction. La faille. L'excès. Le refus d'être résumé à une seule image. Accepter un hommage national aurait signifié accepter d'être figé. D'être raconté par d'autres. D'être transformé en icône officielle, lisse, consensuelle. Ce qu'elle a refusé, ce n'est donc pas l'hommage. C'est la récupération. L'absence de symbole républicain, ce jour-là, n'est pas un vide. C'est un choix actif. Aucun discours représentant la nation. Aucun cadre solennel venant dire ce que cette vie aurait signifié pour tous. Aucun récit dominant imposé au-dessus des autres. À la place, il y a le silence. Un silence qui laisse la mémoire ouverte. Fragmentee. Personnel. Ce choix crée un contraste puissant. D'un côté, une femme qui a incarné la France dans l'imaginaire mondial. De l'autre, un adieu organisé comme si toute appropriation devait être évitée. Comme si la dernière chose à protéger était précisément la liberté de ne pas être confisquée. Il ne s'agit pas d'un geste politique. Il n'y a pas de provocation. Pas de message frontal. Il y a une cohérence. Brigitte Bardot a toujours vécu à distance des institutions. Elle a refusé les décorations, les cérémonies, les cadres honorifiques qui auraient pu la stabiliser dans un rôle. Sa disparition obéit à la même logique. Jusqu'au bout, elle reste hors du champ, hors du protocole, hors du récit officiel. En se tenant à l'écart, l'État ne disparaît pas du tableau. Il est simplement remis à sa place, celle d'un acteur parmi d'autres et non d'un narrateur suprême. La mémoire de Brigitte Bardot ne sera pas décrétée. Elle ne sera pas unifiée. Elle continuera d'exister là où elle a toujours vécu, dans les regards multiples, parfois contradictoires, jamais totalement réconciliés. Ce refus n'efface rien. Il empêche seulement qu'une vie complexe soit réduite à un symbole trop simple. Il y a, dans toute disparition, une question de lieu. Non pas seulement l'endroit où l'on meurt, mais celui où l'on accepte d'être raconté une dernière fois. Dans le cas de Brigitte Bardot, ce lieu n'est pas Paris. L'absence de Paris n'est pas un détail logistique. C'est un choix idéologique. Aucune cérémonie dans la capitale. Aucun passage par les lieux du pouvoir, de l'histoire officielle, des grandes mises en scène nationales. Rien devant quoi la République aurait pu se reconnaître et se célébrer à travers elle. Pour une figure façonnée à Paris, révélée par Paris, photographiée, mythifiée, projetée par Paris, cette absence résonne comme une déclaration silencieuse. Paris a été le point de départ. Mais Paris n'a jamais été le point d'arrivée. Très tôt, Bardot s'en est éloigné. Physiquement d'abord. Puis symboliquement. La capitale représente le regard permanent, la concentration du jugement, la fabrication de l'image. Paris observe, classe, consacre, puis enferme. Or, Brigitte Bardot a toujours résisté à l'enfermement. Quitter Paris, ce n'était pas fuir la célébrité. C'était refuser qu'elle devienne un lieu. À la place, il y a Saint-Tropez. Un choix qui, là encore, pourrait sembler évident, presque touristique, s'il n'était pas aussi profondément cohérent. Saint-Tropez n'a pas été choisi pour ce qu'il représente aux yeux du monde, mais pour ce qu'il permettait à Bardot d'oublier. Avant les cartes postales. Avant les foules. Avant le mythe. Saint-Tropez a été un refuge. Un espace où elle a pu exister sans jouer en permanence le rôle que l'on attendait d'elle. Là-bas, elle n'était pas une icône. Elle était un corps fatigué, une voix parfois dure, une présence imprévisible. Une femme. Choisir Saint-Tropez pour ses funérailles, c'est affirmer une continuité. Dire que la fin doit ressembler à la vie réelle, pas à la légende construite. C'est refuser que le dernier chapitre soit écrit là où tout a été amplifié, déformé, surexposé. Paris concentre le pouvoir. Saint-Tropez disperse le regard. Ce déplacement géographique est aussi un déplacement narratif. Il empêche toute récupération immédiate. Il retire à la disparition sa valeur de symbole national centralisé. Il rend impossible le grand récit unificateur. Bardot n'a jamais voulu appartenir à un centre. Ni politique. Ni culturel. Ni moral. En s'écartant de Paris jusqu'à la fin, elle affirme une dernière fois cette distance. Elle ne renie pas ses origines. Elle les remet à leur juste place. Paris a été un moment. Pas une identité définitive. À Saint-Tropez, il n'y a pas de tribune. Pas de façade solennelle. Pas de décor imposant pour contenir une foule. Il y a un village. Un rythme lent. Une géographie qui n'exige rien. Et c'est précisément cela que Bardot choisit. Un lieu qui ne commande pas le regard. Un lieu qui ne transforme pas la mort en événement politique ou culturel.
Un lieu où l'on peut disparaître sans être absorbé par le récit du pouvoir. Ce choix dit quelque chose de fondamental. Jusqu'au bout, Brigitte Bardot a refusé que sa vie soit résumée par un centre. Elle a préféré les marges. Non pas comme un exil, mais comme un espace de respiration. Ne pas mourir à Paris, c'est refuser que la capitale ait le dernier mot. C'est rappeler que la liberté, pour elle, a toujours commencé là où le pouvoir cesse de regarder. Il y a une nuance essentielle, souvent négligée, entre la présence et l'invasion. Le 7 janvier 2026, cette nuance devient une ligne claire. Le public est autorisé à être là. Mais il n'est pas autorisé à s'approcher. Autour des funérailles de Brigitte Bardot, un dispositif précis est mis en place. Des écrans sont installés à l'extérieur, dans certains points du village de Saint-Tropez. Ils offrent une visibilité contrôlée. On peut voir. On peut suivre. Mais on ne peut pas entrer. Le cœur de la cérémonie reste inaccessible. Ce choix n'est pas technique. Il est profondément symbolique. La foule, cette fois, ne constitue pas l'hommage. Elle en est tenue à distance. Aucun rassemblement compact. Aucune pression collective. Aucun mouvement de masse capable de transformer un adieu intime en événement incontrôlable. Ce qui est refusé ici, ce n'est pas l'émotion. C'est sa concentration. Transformer un lieu privé en sanctuaire public, c'est créer une occupation durable. Une mémoire figée. Une tension permanente entre le recueillement et la curiosité. Brigitte Bardot a toujours redouté cela. Elle l'a exprimé à plusieurs reprises de son vivant. La foule, lorsqu'elle se densifiait, ne se contente plus de regarder. Elle exige. Elle encercle. Elle absorbe. Le dispositif mis en place le 7 janvier dessine une frontière invisible mais ferme. Être vu? Oui. Être encerclé? Non. Cette distinction éclaire toute une trajectoire psychologique. La peur de la foule, chez Bardot, n'a jamais été une fragilité passagère. Elle n'était ni caprice, ni repli romantique. Elle relevait d'un instinct de survie forgé très tôt, face à une célébrité trop rapide, trop massive, trop corporelle. Être regardé a longtemps été son métier. Être assiégé n'a jamais été son choix. La foule n'est pas seulement un nombre. C'est une force. Elle déborde. Elle déplace les limites. Elle transforme l'individu en surface de projection collective. Et c'est précisément cela que Bardot a cherché à éviter toute sa vie, devenir un territoire occupé. En maintenant la distance, la cérémonie protège plusieurs choses à la fois. Les proches, d'abord. Les lieux, ensuite. Et enfin, la mémoire elle-même. Car une foule qui s'installe transforme un endroit en destination. Un passage en rituel répété. Une tombe en point de convergence permanent. Or, Bardot n'a jamais voulu laisser derrière elle un lieu qui exigerait une présence constante. Elle ne voulait pas d'un espace où l'intimité serait sans cesse remise en question par l'afflux des corps et des regards. Ce choix est souvent mal compris. On le lit parfois comme une froideur. Une mise à distance volontaire. Mais il dit autre chose. Il affirme que l'hommage n'a pas besoin de proximité physique pour exister. Qu'il peut rester intérieur. Silencier. Fragment. La distance imposée n'annule pas l'émotion. Elle la rend personnelle. Chacun regarde depuis là où il se trouve. Chacun se souvient à sa manière. Sans être entraîné par un mouvement collectif. Sans être happé par une mise en scène émotionnelle commune. Brigitte Bardot n'a jamais aimé les foules qui s'imposent. Elle a toujours préféré les regards isolés. En refusant l'accès direct, elle protège ce qu'elle a toujours cherché à préserver. Un espace où le corps, même après la mort, ne devient pas un objet de circulation. Un espace où la disparition reste un acte intime et non une occupation collective. Ce n'est pas une fermeture. C'est une limite. Et dans cette limite, se lie une fidélité absolue à elle-même. Il existe des choix qui ne font pas de bruit. Des choix qui ne s'imposent pas. Des choix qui disent moins ce que l'on veut que ce que l'on accepte de ne pas imposer. Le dernier lieu de repos de Brigitte Bardot appartient à cette catégorie. Pendant longtemps, une idée a circulé. Celle d'une inhumation à la Madrague. Ce lieu, profondément associé à Bardot, à son retrait, à sa lutte pour la protection des animaux, à son isolement choisi. La Madrague n'était pas seulement une maison. C'était un territoire intime. Un refuge. Une extension d'elle-même. Ce souhait a existé. Il a été exprimé. Mais il n'a pas été retenu. Officiellement, les raisons invoquées sont simples. Sécurité, préservation des lieux, risque de rassemblements incontrôlables. Des arguments rationnels. Presque administratifs. Mais lorsqu'on les regarde de plus près, ils racontent autre chose. Ils parlent d'un renoncement conscient.
Car accepter de ne pas être enterré à la Madrague, ce n'est pas céder. C'est choisir de protéger. Plutôt que de transformer un lieu de vie en point de pèlerinage permanent, le choix se porte sur le cimetière marin de Saint-Tropez. Un lieu discret, ouvert sur la mer éloigné des axes touristiques. Un endroit qui n'appelle ni la mise en scène, ni la fixation obsessionnelle du souvenir. Ce choix est d'une cohérence silencieuse. Brigitte Bardot y repose aux côtés de ses parents. Un retour vers la cellule originelle. Vers ceux qui l'ont précédée, avant la célébrité, avant les images, avant les conflits. Ce voisinage familial n'est pas symbolique. Il est essentiel. Il dit que, malgré tout ce qui a suivi, malgré l'ampleur du mythe, quelque chose est resté intact. Le lien premier. Être enterré près de ses parents, c'est refuser que la célébrité soit le dernier cadre. C'est rappeler que l'histoire commence avant le regard du monde. Et qu'elle peut s'achever au même endroit. Ce choix évite aussi une conséquence lourde, la création d'un lieu de passage obligé. Une tombe devenue destination. Un flux continu de visiteurs, de curieux, de fidèles. Brigitte Bardot n'a jamais souhaité laisser derrière elle un espace qui exigerait une présence constante. Elle savait ce que cela impliquait, l'épuisement des proches, la surveillance permanente, la perte définitive de l'intimité. Renoncer à la Madrague, c'est renoncer à un symbole fort. Mais c'est aussi préserver l'essentiel. Ce renoncement éclaire une dimension souvent mal comprise de la liberté. La liberté n'est pas toujours dans l'affirmation. Elle est parfois dans le retrait. Imposer son dernier désir aurait été possible. Mais cela aurait déplacé le poids de ce désir sur ceux qui restent. Bardot a choisi l'inverse. Elle a accepté de modifier une volonté personnelle pour éviter une charge collective. Pour que la mort ne prolonge pas les tensions de la vie. Ce geste n'a rien d'une faiblesse. Il relève d'une lucidité rare. Jusqu'au bout, Brigitte Bardot a compris que certaines décisions, si elles sont poussées trop loin, cessent d'être des actes de liberté pour devenir des contraintes héritées. En choisissant le cimetière marin, en choisissant la proximité familiale, elle a protégé les vivants plus qu'elle n'a affirmé sa propre légende. Ce dernier choix ne cherche pas à impressionner. Il Paese. Il dit qu'il est possible de partir sans laisser derrière soi un lieu de conflit ou de fixation. Qu'il est possible de disparaître sans imposer sa présence au monde. Et qu'au fond, la liberté la plus aboutie n'est pas toujours celle qui exige. Parfois, c'est celle qui sait s'arrêter. Certains choix, au moment de la fin, ne regardent pas l'avenir. Ils regardent en arrière. Non par nostalgie, mais par lucidité. Parmi les décisions les plus discrètes et les plus lourdes de sens prises autour des funérailles de Brigitte Bardot, il y a celle-ci, reposée non loin de Roger Vadim. Ce voisinage ne doit rien au hasard. Il ne relève ni du romantisme tardif, ni d'un désir de réécriture sentimentale. Il marque un retour précis, celui vers l'instant où une vie bascule. Roger Vadim n'a pas été seulement le premier mari. Il a été le premier regard qui voit autrement. Celui qui, avant tous les autres, perçoit en elle plus qu'une jeune femme. Une présence, une tension, une force encore informe. Avec lui, Brigitte Bardot quitte l'anonymat. Avec lui, le monde s'ouvre et se referme aussitôt, sous le poids de la célébrité. Leur relation a été brève. Fondatrice. Irreversible. Tout ce qui suivra, les films, les scandales, les amours, les ruptures, les engagements, découlent de ce premier déplacement. Être enterré près de Roger Vadim, ce n'est pas célébrer un amour disparu. C'est reconnaître un point d'origine. Le moment exact où le destin s'est mis en marche. Dans une vie aussi exposée, les relations se succèdent. Certaines marquent. D'autres traversent sans laisser de traces durables. Bardot en a connu beaucoup. Mais peu ont agi comme des lignes de fracture. Vadim fait partie de cela. Ce choix dit quelque chose de rare. La capacité à distinguer ce qui a duré, de ce qui a compté. Toutes les relations ne survivent pas autant. Mais certaines façonnent irrémédiablement ce que l'on devient. Reposer près de Vadim, c'est accepter cette vérité sans l'enjoliver. Sans chercher à lisser l'histoire. Sans effacer les conflits, les désaccords, les douleurs qui ont suivi. Ce n'est pas une absolution. C'est une reconnaissance. Il y a, dans ce geste, une fidélité à la mémoire intime. Pas celle que l'on expose. Celle que l'on garde. Bardot n'a jamais cherché à réconcilier tous les chapitres de sa vie. Elle ne les a pas mis sur le même plan. Certains moments restaient fondateurs, même si tout avait changé ensuite. Même si la distance s'était installée. Même si les trajectoires avaient divergé. Ce choix échappe aux interprétations faciles. Il n'est ni sentimental, ni stratégique. Il est structurel. En revenant symboliquement vers celui qui a ouvert la première porte,
Brigitte Bardot ne ferme pas une boucle romantique. Elle ferme une boucle existentielle. Elle revient à l'instant où la vie a cessé d'être privée pour devenir publique. Où l'identité s'est déplacée. Où le corps est devenu image. Dans cette proximité posthume, il n'y a pas de message adressé au monde. Il y a une logique personnelle, presque silencieuse. La mort, ici, ne sert pas à corriger le passé. Elle sert à le reconnaître. Ce geste rappelle une chose essentielle. Une vie ne se mesure pas à la durée des relations, mais à leur pouvoir de transformation. Certaines rencontres ne durent que quelques années, mais elles déplacent toute une existence. Roger Vadim a été ce déplacement. Et en choisissant de reposer non loin de lui, Brigitte Bardot affirme une dernière fois ce qu'elle a toujours fait. Regarder sa propre histoire sans détour, sans hiérarchie artificielle, sans chercher à la rendre plus acceptable. Elle revient simplement là où tout a commencé. Lorsque la journée du 7 janvier 2026 s'achève, il ne reste rien de ce que l'on attend habituellement d'un adieu historique. Pas de discours conclusif. Pas de phrase destinée à résumer une vie. Pas d'image finale imposée pour clore le récit. Et cette absence, une fois encore, n'est pas un manque. C'est un choix. Les funérailles de Brigitte Bardot ne se terminent pas par une déclaration officielle, ni par un moment solennel chargé de fixer le sens. Il n'y a pas de tentative pour expliquer ce que sa vie aurait représenté pour la France, pour le cinéma ou pour l'histoire. Rien n'est verrouillé. Rien n'est synthétisé. Le récit reste ouvert. Dans une époque obsédée par la conclusion, par la formule finale, par la phrase qui doit rester, cette tenue surprend. On s'attend souvent à ce que la mort d'une icône produise un sens clair, immédiatement partageable. Une morale. Une leçon. Un message transmissible. Brigitte Bardot n'a jamais fonctionné ainsi. Et elle ne commence pas après sa mort. Refuser un discours de clôture, c'est refuser de figer une existence complexe dans un cadre définitif. C'est refuser que quelqu'un, institution ou individu, décide ce qu'il faudrait retenir. Bardot n'a pas voulu être résumé, ni célébré à travers une grille unique, ni enfermé dans un dernier mot. Ce choix n'est pas une provocation. Il est profondément cohérent. Toute sa vie, elle s'est tenue à distance des récits officiels. Elle a accepté d'être regardée, commentée, parfois jugée, mais rarement définie. Elle a laissé coexister les contradictions, les admirations et les rejets, les images lumineuses et les zones d'ombre. Sa disparition respecte exactement la même logique. Il n'y a pas de tentative de réhabilitation, pas de justification finale, pas de mise au point, seulement un retrait. Ce retrait pose une question simple, presque inconfortable. Faut-il être célébré officiellement pour devenir inoubliable? Brigitte Bardot semble avoir répondu par avance. La mémoire, pour elle, ne se décrète pas. Elle ne se fabrique pas par le protocole. Elle ne naît pas d'un rituel imposé. Elle se construit ailleurs. L'entertainment. Dans le temps long. Dans les films que l'on revoit. Dans les images qui traversent les générations. Dans les souvenirs personnels, parfois contradictoires, parfois incomplets. La mémoire véritable n'est pas un monument. C'est une circulation silencieuse. En l'absence de discours final, chacun repart avec sa propre Bardot. Celle qu'il a aimée. Celle qu'il a rejetée. Celle qui l'a troublée. Celle qui l'a dérangée. Aucune n'annule les autres. Aucune ne s'impose comme version définitive. Cette pluralité n'est pas un échec du récit. C'est sa victoire. La cohérence ultime de Brigitte Bardot réside peut-être là. Dans cette capacité à disparaître sans exiger une interprétation unique. À quitter le monde sans réclamer une approbation collective. À laisser derrière elle non pas un message, mais un espace. Un espace où chacun peut projeter ce qu'il a réellement vécu avec son image. Il n'y a pas eu de dernier mot. Parce qu'il n'y en avait pas besoin. La vie de Brigitte Bardot n'avait pas à être validée par une cérémonie, ni scellée par une phrase officielle pour continuer d'exister. Elle s'est inscrite ailleurs. Dans les regards. Dans les tensions. Dans les mémoires fragmentées. Et peut-être est-ce là sa dernière affirmation de liberté. Avoir prouvé qu'une légende peut partir sans bruit, sans justification, sans demander au monde de trancher ce qu'il faudrait en retenir. Lorsque tout s'arrête, ce qui demeure n'est pas ce qui a été dit ce jour-là. C'est ce que chacun emporte avec soi, en silence. Et ce silence, loin d'effacer Brigitte Bardot, continue de la faire exister.